La salutologie, ça veut dire qui étudie la santé. Donc c'est ce que j'essaye de faire depuis 30 ans. Et c'est clair que c'est une approche relativement différente à la médecine traditionnelle qui, elle, est bâtie sur la pathologie, qui est l'étude des maladies. Donc c'est clair que pour faire de la salutologie, ça requiert un petit peu de faire table rase de ce qu'on a pu avoir appris dans le passé, et puis de remettre en question tous les principes de physiopathologie. La physiopathologie, c'est l'étude de la physiologie de la maladie. Et là, moi, c'est la physio-santé qui m'intéresse, et c'est-à-dire comment le corps est construit pour générer et conserver sa propre santé, et puis comment, lorsqu'il est capable de mesurer les dysfonctionnements à différents niveaux, et comment rétablir ce fonctionnement, si possible, de manière idéale pour que la santé devienne pérenne. La salutologie, c'est basé sur le concept des deux cerveaux. Le concept des deux cerveaux, c'est comprendre que tout le monde commence à connaître ce qu'on appelle le cerveau digestif, c'est-à-dire le rôle de notre microbiote et de l'interaction entre les bactéries de notre tube digestif avec la paroi de l'intestin, avec les récepteurs qui se trouvent au niveau de la paroi de l'intestin. Et ces récepteurs qui sont en fait des points de signalisation. En fait, la paroi de l'intestin, c'est un immense récepteur qui permet d'informer notre cerveau reptilien, qui est notre deuxième cerveau, le plus vieux cerveau de notre corps, qui lui est capable de créer l'adaptation. Pour moi, la définition de la santé, c'est la capacité, quelqu'un qui est en bonne santé, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter. C'est l'adaptation à son environnement, quel que soit ce qui se produise, on doit être capable de s'adapter. Donc c'est la relation entre le cerveau digestif et le cerveau reptilien. Et ces deux cerveaux se parlent, communiquent en permanence, ce qui permet de créer un circuit d'information et un circuit d'adaptation qui permet de générer la santé. Et donc, dans le cas de la salutologie, on a découvert des outils de mesure qui ne sont pas des outils de diagnostic médical, qui sont des outils spécifiques pour mesurer la santé des gens, ce qui nous permet établir un score du fonctionnement du cerveau digestif, un score du fonctionnement du cerveau reptilien, et après de potentialiser ce fonctionnement de ces deux cerveaux pour assurer la santé. Après, les moyens que l'on a pour soigner, pour rétablir cet équilibre, c'est des moyens naturels, bien sûr. On essaye d'éviter autant que possible la prise de médicaments, des choses comme ça, et d'instaurer cette santé dans le cadre d'une manière de vivre, d'un équilibre de vie. Et donc c'est clair qu'il y a toute la partie nutritionnelle, micronutritionnelle, avec comprendre comment essayer de modifier le microbiote, comment faire fonctionner comme il faut cette barrière entre le microbiote, la barrière intestinale et le mucus que la barrière produit, qu'elle a vraiment ce qu'on appelle le système immunitaire inné. C'est le système immunitaire qui fonctionne, qui est là pour tout le monde, et qui est la première ligne de défense. Et cette première ligne de défense, si elle fonctionne bien, ce système immunitaire inné, c'est un signalisateur également du système immunitaire acquis qui se met en marche quand on va tomber malade. Mais si ce système immunitaire inné fait très bien son travail, il va informer le système immunitaire acquis, mais il n'y aura pas de réaction du système immunitaire acquis, on ne tombera pas malade. Donc ça, c'est le premier système de protection que l'on a au niveau de tout notre tube digestif. C'est aussi valable pour la peau, c'est aussi valable pour la muqueuse pulmonaire. C'est ce qu'on appelle le lobion dans la globalité. Et ça, c'est le premier système, donc c'est ce qu'on appelle la protection. Après, le cerveau digestif doit nous nourrir également, en sachant que la moitié de ce que l'on mange n'est pas ce que l'on met dans notre bouche, mais est le déchet de nos bactéries. Et donc nous mangeons ce que nos bactéries nous donnent à manger, en sachant que nos bactéries mangent notre repas avant nous. Donc il y a une transformation, ce qui est dans notre assiette n'est pas
ce qui rentre dans notre corps directement. Donc après, c'est clair qu'il y a tout cet aspect nourriture. Donc le cerveau digestif a ces deux aspects fondamentaux qui sont protection et nourriture, et puis et signalisation, comme je l'ai dit, par rapport au système nerveux autonome et par rapport et aussi au cerveau de manière globale, en sachant que le développement de notre cerveau est intimement lié au développement du système digestif. D'accord, maintenant, il y a de nombreux liens qui existent. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de l'autisme. Il y a la quantité de jeunes enfants qui ont en tout cas des traits autistiques augmente énormément. Et le lien entre microbiote et autisme est très grand. Et le lien entre microbiote et développement du cerveau est énorme. Donc c'est d'où l'importance du cerveau digestif dans notre santé. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Pour à l'autre extrémité de la vie, la même chose avec les maladies neurodégénératives. Le lien entre Parkinson et le système digestif est également avéré. La maladie de Parkinson commence au niveau de l'intestin. La maladie d'Alzheimer commence dans l'intestin. Donc à l'autre extrémité de la vie, c'est la même chose. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment très important. Donc nourriture, protection, signalisation, cerveau digestif, et le cerveau reptilien, qui est donc le cerveau primitif, on appelle reptilien parce que c'était le stade de développement des premiers reptiles qui étaient sur la vie sur Terre, et qui ont permis donc qui bien sûr ne faisaient pas de la philosophie, n'écrivaient pas des livres, n'avaient pas des pensées très approfondies, mais qui avaient tout ce qu'il fallait pour vivre, s'adapter et se reproduire. Donc le cerveau reptilien, sa fonction c'est ça, c'est de créer l'harmonie dans le corps pour lui permettre de survivre dans le monde où il est. Après les développements successifs du cerveau, puisqu'on a eu trois développements successifs qui a fait que notre cerveau humain a pris une ampleur nettement plus grande, ont permis d'élaborer bien sûr des concepts, des choses bien plus importantes, mais ça n'empêche pas que on appelle le système nerveux, le cerveau reptilien, le système nerveux autonome. Pourquoi autonome? Parce qu'encore de nos jours, il est autonome pour créer l'adaptation. Toute la partie supérieure du cortex a un rôle inhibiteur, un rôle d'informateur, mais in fine, c'est le cerveau reptilien qui crée l'adaptation. Voilà, donc on a également des moyens pour évaluer ce cerveau reptilien. Ça, c'est depuis 15-20 ans, on est capable de mesurer ça. Donc ça nous permet d'avoir des outils d'évaluation pour permettre de comprendre la capacité réelle de ce cerveau à créer l'adaptation et donc travailler là-dessus. Pour améliorer le cerveau reptilien, il y a deux mesures clés. Un, c'est l'activité physique. L'activité physique, c'est le seul moyen, quand on bouge, quand on crée des mouvements, quand on fait des efforts, etc., on crée une stimulation de tous nos récepteurs qui sont articulaires, musculaires, cutanés, toutes ces informations qui viennent de notre corps remontent, arrivent dans notre cervelet, et depuis de notre cervelet rentrent dans le système nerveux autonome. Donc c'est dans le cerveau reptilien. Donc ça crée cette stimulation qui est énorme et qui crée donc, les liaisons entre les neurones de ce cerveau reptilien, qui crée ce qu'on appelle cette plasticité. La plasticité étant la capacité d'adaptation. On doit rendre ce cerveau reptilien aussi adaptable que possible en créant un réseau de synapses entre les neurones qui permettent de s'adapter à tout ce qu'on peut avoir, qui peut nous arriver dessus. Donc ça, c'est l'activité physique. Et bien sûr, toute l'autre manière d'arriver à créer de l'activation sur ce cerveau reptilien, c'est toute l'utilisation des sens. Alors bien sûr, l'odorat, la vue, l'audition, c'est des moyens de rentrer dans notre corps et des moyens d'informer notre cerveau. Mais le sens le plus important, c'est ce qu'on appelle le sixième sens. Le sixième sens, c'est la proprioception. La proprioception, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle le sens de la position et du mouvement.
Hein. Si vous fermez les yeux, vous voyez, et puis vous bougez vos doigts, vous n'avez pas besoin de regarder vos doigts pour savoir si votre doigt est plié ou s'il est tendu, etc. Donc ça veut dire qu'il y a des informations qui viennent de vos articulations qui nous donnent ce sens de la position et du mouvement, qui est de nouveau une capacité sensorielle qui est énorme. Et donc c'est très important d'être capable de mesurer ces capacités proprioceptives de l'individu et de les développer parce que c'est une source d'information et de capacité d'adaptation qui est énorme. Donc il existe maintenant des moyens de mesurer les capacités proprioceptives d'un individu et puis à partir de là de potentialiser ces capacités-là. Et donc la proprioception, il y a une erreur qui se fait très très fréquemment dans le monde médical, c'est que l'exemple typique, c'est vous faites une entorse de la cheville, on vous dit vous allez faire de la proprioception, vous allez faire du chapeau mexicain, des exercices de déséquilibre sur un ballon, un demi-ballon, etc. Alors ça, c'est la proprioception en termes médicaux traditionnels. En réalité, pour les vrais physiologistes, ce type d'exercice-là, ça s'appelle de la coordination. Parce que la coordination, ces exercices-là ne font pas appel au sens de la position et du mouvement, ça rentraîne le mouvement et la position, mais ce n'est pas une activité suffisante pour créer de la proprioception. La proprioception, on doit la travailler de manière passive. C'est-à-dire qu'il y a 2 techniques qui ont été validées pour être vraiment recréer et stimuler la proprioception, c'est la vibration et les manipulations articulaires. Je dirais qu'il y a une 3e technique que je considère qui n'a pas été complètement validée, même s'il y a des études qui sembleraient le prouver, mais qui n'a pas encore été totalement validée par rapport à ça, c'est la fasciathérapie. La fasciathérapie, si vous demandez, vous faites fermer les yeux à quelqu'un qui a un traitement de fasciathérapie, il a tout à fait l'impression, quand le thérapeute fait bouger ses fascias, le patient ressent une perception de mouvement de son articulation, et s'il ouvre les yeux, il voit que son articulation ne bouge pas. Donc pour moi, c'est clair que c'est évident que si le patient qui ferme les yeux a l'impression que son membre bouge, quand on exerce ces mouvements sur les fascias, c'est que ces fascias produisent des informations proprioceptives comme telles. Donc voilà, ça c'est les 3 manières qu'on peut travailler là-dessus. Donc ça, c'est les thérapies manuelles qui peuvent faire ça. Donc il y a tout ce qui est entraînement pour l'activation générale, et puis après la proprioception pure par les techniques manuelles. Voilà, ça c'est les moyens de travail. Donc on a trois piliers de travail pour restaurer la santé. C'est le travail sur le cerveau digestif, le travail direct sur le cerveau reptilien et le travail sur l'appareil proprioceptif qui se fait par thérapie manuelle. J'ai mis au point cette méthode depuis 2012. En 2015, je l'ai breveté. J'ai breveté un score santé qui est basé justement sur des indicateurs de santé et non pas des indicateurs de maladie. En 2018, j'ai écrit le livre qui correspond à cette méthode. Et en 2019, on a créé dans le centre un centre modèle, entre guillemets, qui me permet de mesurer, d'évaluer mon score santé et bien d'autres facteurs également, qui nous permettent d'appliquer cette méthode. Et puis bien sûr, maintenant on a toute l'équipe, parce qu'on est une équipe d'une dizaine de personnes, toute cette équipe travaille en collaboration et on essaye, en fonction du bilan, de l'anamnèse de la personne, etc., de construire en fonction de la personnalité de la personne, aussi c'est très important, la personnalité de la personne pour trouver le bon point d'accroche pour arriver au succès. C'est très important d'arriver à utiliser cette information pour guider cette personne sur ce chemin de la santé. Et puis après, que la personne acquiert ces connaissances-là, acquiert ce vécu de santé. Parce que l'objectif, c'est que
que ça perdure, que la personne arrive à incorporer ça dans sa vie générale, en sachant qu'on va tous faire des écarts, on va tous faire. Le but, c'est pas la perfection, hein, c'est de comprendre ce qui se passe en chacun, et chacun réagit différemment à certaines choses. En fait, on ne doit pas avoir d'idées préconçues, parce que ce qui marche pour moi ne marchera peut-être pas pour vous. Et donc, c'est de trouver ce qui marche pour chaque personne et de lui permettre de trouver son chemin pour préserver sa santé et la maintenir le plus longtemps possible.